Bienvenue à votre podcast CX au quotidien, où nous recevons des professionnels et des non-professionnels amoureux de l'expérience client pour partager et échanger. Mon nom est Julie Tano-Lawson, je suis votre animatrice et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à ce nouvel épisode de CX au quotidien. Aujourd'hui, on reçoit Joe Séjean. Salut Joe. Salut Julie. Comment tu vas? Je suis tellement content d'être avec toi, je vais super bien. D'accord. Mais écoute, pour notre audience, on va te laisser te présenter. Génial. Alors, je m'appelle Joe Séjean. Je vis à Dubaï. Je suis marié et j'ai 3 enfants. Je suis le fondateur d'un réseau qui s'appelle Eleven. Pourquoi Eleven? Parce que pour nous, 1 plus 1, ça doit faire 11. C'est-à-dire que si on se met ensemble, on doit générer des super synergies, ça nous motive. Et ce réseau, il est basé sur l'engagement, people engagement. Donc, c'est-à-dire que notre travail, c'est de faire tout ce qu'on peut pour que vos employés, les employés viennent avec le sourire, l'envie de trouver du sens, que les clients vivent des super expériences et qu'ils s'en souviennent, et que les gens qui sont sur un site e-commerce, au lieu de faire 0,8% de taux de conversion, en fassent 20% parce qu'ils sont heureux d'être là et qu'ils trouvent du sens dans ce qu'ils sont en train de vivre comme expérience. Donc, c'est notre travail. On a tous des métiers différents. Et voilà, ça, c'est quelque chose que j'ai créé il y a maintenant 1 an. Je viens de fêter le premier anniversaire de ça. Ah, bon anniversaire. Voilà. Sinon, un truc, c'est que je suis tombé amoureux des gens qui travaillent dans le retail. Dans le retail? Ouais, je suis tombé amoureux des gens qui travaillent dans les boutiques, en fait. Pas dans le retail, dans les boutiques, dans les Ok. avions et dans les restaurants, dans les hôtels, les restaurants. Les gens qui travaillent au contact des clients, pour moi, sont des gens qui donnent, qui sont d'une générosité incroyable, que j'ai découvert un peu malgré moi. Je pense que j'avais une carrière un peu protégée dans les bureaux, tu vois. Et puis, j'ai raté un poste dans ma vie, j'ai raté complètement un poste. Le poste d'après, j'ai dit, je veux bien prendre un poste, mais je serai en boutique 3 jours par semaine. Ok. L'employeur extraordinaire chez qui j'étais a accepté. Et j'ai découvert pendant 4 ans ce monde extraordinaire de gens qui travaillent dur et qui sont généreux et qui sont beaucoup plus forts, intelligents, fantastiques, pas tous, mais je dirais 90% facile, quand tu leur parles d'une manière différente. Mhm. Et ça m'a touché. Et moi, c'est pour ça que je me lève le matin, c'est pour ces gens-là. Voilà. Voilà. Eh bien, donc, ça démarre bien notre thème qui est focalisant sur le relationnel. Donc, on comprend ton focus sur le relationnel. Et pour toi, c'est quoi ça, focuser sur le relationnel? Ça veut dire quoi exactement? Tu sais, quand on interagit tous dans nos vies, Mm. beaucoup d'ailleurs dans le monde de l'entreprise, tu vois, si tu prends le focus, et parfois même en tant que parent, mais on va juste se concentrer sur les relations d'entreprise. Et vous ferez tous le parallèle si vous écoutez. On fait ça beaucoup autour de tâches, autour de transactions, d'une chose qu'on doit faire. Est-ce que tu as fait le meeting pour machin? Est-ce que tu m'as envoyé le rapport pour bidule? Est-ce que tu as regardé les chiffres pour truc? On va faire un manager meeting. Et moi, j'ai vécu ça et je l'ai fait d'ailleurs. Mm. J'étais acteur actif de ça. Ouais. Et en réalité, ça crée un monde et un environnement dans lequel tu ne reçois jamais d'email pour autre chose que ce que tu dois faire. Mais il y a un truc que tu dois faire. Une Christmas party jusqu'à faire un rapport au CEO ou te rendre en bas pour aller porter un carton, c'est toujours une tâche. On Ouais. t'appelle pour ça. Le téléphone ne sonne que pour ça. L'email ne sonne que pour ça. Et finalement, tu te retrouves dans cet environnement où on ne s'intéresse pas à toi en tant que personne. OK. Et focaliser sur le relationnel pour moi, c'est, si tu prends l'exemple d'une boutique, par exemple, ou d'une Mhm. expérience retail physique ou même au téléphone, c'est ne pas s'intéresser au client, c'est s'intéresser à l'être humain. Et ça va se faire par des petites choses très simples, mais c'est d'abord montrer un intérêt pour une connexion qui n'a rien à voir avec ce que tu vas dépenser chez moi, qui n'a rien à voir avec ce que tu vas m'exécuter comme tâche dans mon bureau, mais qui est avant tout un intérêt et donc une attention pour toi en tant que personne humaine. Et ça change tout. Parce que notre attention se révèle sur des détails, des choses qu'on ne voyait pas avant, puisqu'on ne pensait qu'à la tâche que Julie doit accomplir. Donc si Julie arrive avec des crampes au ventre parce qu'elle fait de l'endométriose et que moi, en fait, je ne peux même pas le voir, puisque je veux juste qu'elle me donne le rapport qu'elle doit me donner, mais je ne vais pas le voir. Et Julie
va repartir dans son bureau en se tordant de douleur, en se dopant de médicaments et ne me parlera jamais de ce qu'elle ressent. Mais si je prête attention à Julie en tant que personne, ben je vais quand même remarquer qu'elle est un peu, tu vois, elle n'a pas le même regard que d'habitude, quoi. Je sens bien qu'elle n'est pas à fond, quoi. Et je vais lui demander, mais est-ce que ça va, Julie? Ben, assieds-toi. J'ai l'impression que tu n'es pas en full énergie, ou peut-être que je me trompe. Et là, tu vas me dire, non, mais là, j'en peux plus, j'ai trop mal au bide, quoi. J'ai mal au ventre. Et là, je vais te dire, tu vois, c'est ça que je veux dire quand je dis focaliser sur le relationnel. C'est pas focaliser sur la transaction qu'on va accomplir avec une personne. C'est vraiment s'intéresser à la personne. C'est fascinant ce que tu dis, parce qu'on se dit que ça devrait être comme ça tout le temps, dans la vie de tous les jours. C'est comme ça qu'on réagit à l'extérieur du travail. On s'entend avec nos amis, avec nos familles. On essaie d'être le plus possible dans le relationnel. Mais comment ça se fait qu'au bureau, au travail, c'est pas quelque chose qui vient naturellement? Alors, ça vient de l'école. Pour moi, hein, c'est très... Et c'est une opinion. C'est pas... Ce que je te dis là, c'est pas une chose de scientifique. Hein. J'ai pas lu d'études sur le sujet. Mais je pense que ça vient de l'école. Ça vient de l'école où, très tôt, on est ultra formaté. Formalisé. Dans un environnement où on est noté. Alors maintenant, c'est avec des couleurs, hein, c'est différent. Avant, c'était avec des notes, maintenant, c'est des couleurs, il y a eu des lettres, il y a eu tout ce qu'on voulait, mais tu es noté, donc tu as des gens qui sont bien, puis tu as les gens qui ne sont pas bien. Toi, tu es bien, tu es bon, tu es fort, tu es forte, voilà, c'est super. Et donc, tu dois réaliser une série de choses qui vont donner satisfaction à quelqu'un, et tu apprends très vite, en fait, qu'il y a des choses, c'est bien. Alors, je n'ai pas la solution à ça, hein, attention, je n'ai pas le système parfait. Mais bon, il y a des gens qui ont travaillé là-dessus de manière beaucoup plus profonde. Hein. Il y a des Montessori, etc., qui n'ont pas réussi à prendre leur système éducatif vers les études supérieures. Mais tu peux très bien aujourd'hui aller sur un cursus Montessori beaucoup plus loin qu'avant. Mais de manière générale, pour pas trop aller dans un sujet que je connais pas du tout, mais je pense que dans le système scolaire, on nous apprend beaucoup à exécuter des tâches et à être récompensé pour ces tâches ou à être sanctionné parce qu'on n'a pas bien fait ces tâches. Et on reproduit beaucoup ces systèmes hiérarchiques, ces systèmes d'ordre, ces systèmes d'obéissance, etc. au travail. Je ne dis pas que c'est des systèmes qui sont mauvais entièrement, mais je dis que ce sont des systèmes qui s'auto-reproduisent. Si tu vois, par exemple, je ne sais pas si c'est ton cas, mais moi, ça c'était clairement mon cas pendant un moment, à mon plus grand désarroi, la manière avec laquelle je regarde les notes de mes enfants. Comment? Et le sentiment de réassurance que j'ai quand ils ont des bonnes notes. Je me dis, c'est invisible, c'est à l'intérieur de moi, c'est complètement ancré dans moi. Ça doit me prendre, tu vois. Donc, je pense que cette manière de ne pas se concentrer. Après, et c'est un élément important de répondre, je ne sais pas d'ailleurs pourquoi je n'ai pas commencé par ça. Pourquoi est-ce qu'on fait comme ça? Tu peux poser cette question qui est fondamentale. Quelles sont, et moi, la question que je repose en retour, c'est quelles sont les conversations qu'on a dans le contexte du travail? Et les conversations qu'on a dans le contexte du travail, elles sont autour de quoi? Et si les conversations dans le contexte du travail sont transactionnelles, moi, je n'ai pas assisté dans ma vie à un manager's meeting où on commence la réunion à dire, OK, avant qu'on commence à rentrer dans le fight des budgets, on va se poser et juste se demander comment ça va, comment on se sent là. Ça ne m'est jamais arrivé. C'est extrêmement rare. Aujourd'hui, c'est ce que je fais avec les gens avec qui je travaille. Je leur dis, how are you feeling today? What emotions are you bringing on the table? Excuse-moi, je mélange anglais-français. Ah, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Et du coup, pourquoi on fait ça? Parce que ce sont les conversations qu'on a. Réalise une chose dans le retail. Tu as déjà entendu ce truc où on dit c'est mon meilleur vendeur ou c'est ma meilleure vendeuse. Et moi, j'ai dit ça plein de fois. C'est horrible. C'est-à-dire qu'en fait, une personne qui ne vend pas n'est rien. En fait. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas un prénom derrière. Tu vois. C'est-à-dire que déjà, au moins, ah ouais, c'est mon meilleur vendeur. Et on se sent fier. Ah, je suis le meilleur vendeur. Qu'est-ce qu'il se dit, ce jeune homme, ou qu'est-ce que se dit cette jeune femme quand on lui dit ça? Il se dit, si je ne vends pas, j'existe pas. Tu vois. Donc, sur quoi je vais me focaliser? Sur la vente. Alors après, tu as des gens comme toi qui arrivent et qui disent, non, mais tu comprends, c'est l'expérience client. C'est l'émotion derrière. Et les signaux, ils disent ça, hein, c'est l'émotion. Mais en fait, finalement, on s'adresse à toi que quand tu vends. Donc, quand tu ne vends pas, on va te dire, Julie, tu es un peu en retard sur tes objectifs. Non, mais c'est ça. Et en fait, on dit, OK, c'est cool, le CEO de ma boîte me dit, c'est la connexion émotionnelle. Moi, c'est ce que je dis, hein, c'est la connexion émotionnelle. Mais en fait, après, il faut quand même aligner un peu les choses. Donc, je pense qu'on se parle de manière transactionnelle
parce que ce sont que les conversations qu'on a de la part des gens autour de nous et de nos Autour de nous. supérieurs. Il faut que ça serve. Il faut que ça serve à un À quelque objectif, il faut chose. que ça serve à un but, à une transaction. Si ça ne sert pas, n'en parlons pas. Et aujourd'hui, je Justement. pense qu'on passe à autre chose. Mais justement, comment tu fais comprendre à une organisation que ça sert justement de travailler sur le relationnel? Comment tu fais ça? Je ne sais pas. Déjà, c'est une très bonne question. Parce que je n'essaye pas de faire ça. C'est-à-dire OK. que euh, tu ne peux pas convaincre des gens de faire ça. Mhm. Euh, les organisations, dans mon cas, hein, Oui, oui, je bien prends sûr. juste mon exemple, mais je prends Ouais. l'exemple aussi des gens que j'aime autour de moi, qui font parfois le même métier que moi, hein, Mhm. et qui travaillent avec d'autres organisations. Tu travailles d'abord avec des gens qui ont eux-mêmes envie et qui ont pris conscience de ça. Et la chance que j'ai, parce que j'ai toujours beaucoup de chance, moi, c'est que je suis né en 76. C'est-à-dire que je suis né à un âge où maintenant, moi, j'ai 45 ans. Je suis Mhm. exactement au bon moment où le monde est en train de se réveiller et de se dire, mais non, mais la Great Resignation, je ne sais pas si vous entendez ça au Canada, Oui, oui. la grande démission, où tout le monde démissionne Mhm. partout. Euh, donc, on commence à voir ce changement dont on parle, le Covid, les articles, etc. Les marques se réveillent, les gens se réveillent, les sociétés se réveillent. Il n'y a pas que les marques, il y a Ouais. les sociétés d'ingénieurs qui se réveillent, etc. Donc moi, j'ai juste de la chance d'être là au bon moment sur un sujet qui me passionne et où je travaille avec des gens. Je ne sais pas répondre à ta question comment je fais pour expliquer que ça sert, mais je sais que les gens qui pensent que ça peut servir et qui travaillent avec des professionnels comme toi, comme moi ou comme d'autres, comprennent à quoi ça sert et ils le voient. Alors, ils le voient où? Tu le vois évidemment dans le chiffre d'affaires. Mhm. Évidemment, mais c'est spectaculaire quand c'est bien fait. Tu le vois bien sûr dans la motivation des employés, parce que le chiffre Ouais. d'affaires n'est qu'un résultat. Ouais. La motivation, la rétention, la satisfaction client. Alors bien sûr, il faut un peu mesurer toutes ces choses-là. Mhm. Mais tu vois, donc en fait, je te dirais, je ne peux pas expliquer à quelqu'un que c'est important pour lui, pour sa vie, pour son business, s'il n'a pas envie de l'entendre. Mais ceux qui ont envie de l'entendre et Mhm. qui se mettent un petit peu à jouer avec ça et se dire, allez, on le tente, on y va, voient les résultats. Et ce ne sont pas des résultats monolithiques seulement sur les résultats financiers, ce sont aussi des résultats sur l'envie, et c'est pour ça que je travaille là-dedans, sur l'engagement. Ouais. Tu vois, tu sais, cet engagement dont tu as besoin quand les temps sont un peu durs, mais que tes employés, tes équipes se lèvent et se disent, ouais, mais il y a quelque chose dans cette... On a envie d'y aller. Ouais. Ouais. Il y a Julie qui me manage, il y a Julie qui est ma manager, voilà, tu te dis, c'est cet engagement qui va faire la différence dans les moments compliqués. Parce qu'en fait, tout ce que je fais, moi, ça sert que dans les moments compliqués. Hein. Quand les choses vont bien, Exactement. Tu n'en as pas forcément besoin. Mais il faut le voilà. construire, en fait. C'est ça. Mais là, tu as raison. Là, tu as raison. Il faut le construire parce que j'ai eu la chance de travailler avec des boîtes qui avaient trop de ressources et avec qui j'ai finalement arrêté de travailler, des gens très sympas, mais en fait, il n'y a pas la volonté de le construire, puisqu'en fait, tout va bien, donc tout va bien. Et peut-être que dans une autre phase de leur vie, ils auront envie de le travailler, mais ils seront en réaction. Là où tu as Ouais. raison, c'est que même quand ça va bien, et j'ai la chance de travailler avec des marques aussi qui vont très, très, très bien et qui se disent, non, 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 attends, on va construire ça dès maintenant. Et Mhm. j'ai jamais pensé à ce point que tu es en train de mentionner maintenant, mais c'est tellement fondamental. Tu as vraiment raison quand tu dis il faut le construire. Ouais. Ouais. Totalement. Et c'est fascinant parce que, disons que moi, si je suis une personne qui suis curieuse de le savoir, j'entends parler de ce que ça peut être, l'engagement, et puis de l'importance que ça peut avoir pour mon entreprise. Parce qu'on s'entend que finalement, tout ce qu'on veut, tout ce que les organisations généralement veulent, c'est traduire en termes financiers toutes ces choses-là. C'est quoi qui me donnerait envie de le faire si je l'ai pas vu? C'est quoi qui me dirait que je devrais aller dans ce sens-là? Je ne crois pas qu'il y ait quelque chose qui puisse te convaincre de le faire. Tant que tu ne l'as Okay. pas vu, c'est-à-dire que je pense que, tu sais, c'est toujours un peu la même chose. Il y a un gars que j'adore, et d'ailleurs je viens d'oublier son nom, mais c'est le classique je retrouverai son nom, qui est quelqu'un qui a commencé à faire du remote work il y a des années de ça, Mm-hmm. et qui disait, qui te poussait un petit peu à prendre ton envol, à créer ta boîte ou à travailler online, etc. Et il a dit un truc que je n'oublierai jamais, il disait, tu changes quand la peur de partir, le risque, la peur du risque, en fait, de l'inconnu, est moins grande que la souffrance que tu as de rester. Ouais. C'est-à-dire que
au moment où ça devient tellement insupportable, où tu ne peux plus nier la réalité, à ce moment-là, tu bouges. Et en fait, tant que quelqu'un qui n'a pas forcément envie d'entendre ce en quoi toi et moi on croit, et plein d'autres gens dans le monde, hein, on est loin d'être seul, il y a plein de gens super compétents et géniaux qui s'intéressent à ça. Celui qui n'a pas trop envie de l'entendre ne l'entendra que lorsqu'il se prendra 25 démissions le même jour ou des résultats financiers catastrophiques et il aura cherché ou elle aura cherché à mettre des iPads, créer du digital et ça n'aura pas marché. Et au final, tombera peut-être sur quelqu'un comme toi ou comme moi qui lui dira mais tu sais peut-être que en fait c'est juste que les gens ils n'ont pas envie de bosser dans cette société quoi. Peut-être qu'ils ne trouvent pas de sens. De quoi vous parlez en fait dans cette société. Et là ils peuvent entendre. Mais je pense que tant qu'il n'y a pas cet élément de prise de conscience, tu sais, tous les changements commencent par une première chose. C'est ce qu'on appelle la self-awareness, la conscience de soi. Si tu n'as pas conscience de ce qui est en train de se passer, c'est pas grave, mais c'est très compliqué pour toi d'aller vers un changement qui est finalement un changement de culture. Ouais. Et la culture, c'est quoi finalement? C'est ce que les gens font quand il n'y a rien d'écrit. Mais est-ce que ça veut dire qu'on doit attendre? Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas créer ce mouvement? Est-ce qu'on ne peut pas le faire? Écoute, je t'avoue, j'entends ce que tu es en train de me dire. Tu es en train de me dire, mais mec, on ne va pas rester comme ça juste à attendre que les trucs se passent. Mais la réalité, c'est que alors, je vais te donner peut-être un truc qui me paraît plus proactif. Parce que j'entends que si je continue de te répondre, en fait, non, tu vas me dire, mais on arrête le podcast tout de suite. Non, mais non, pas ça. Non, pas vraiment, mais j'essaie de comprendre, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que, ouais. Alors, s'il y a une différence que j'ai réussi à comprendre au fur et à mesure de mes années de travailler là-dedans, dans ce sujet qui me passionne tellement, en faisant plein d'erreurs, comme tout le monde, c'est qu'en fait, ça vaut beaucoup plus la peine d'inspirer que de convaincre. Oui. Donc, je dirais comment le faire? En l'étant soi-même et en parlant sans vouloir convaincre les gens. Tu sais, c'est comme parler d'un gâteau que tu adores versus parler d'un gâteau que tu as envie de vendre. Ok, ouais, je comprends la différence. Tu vois? Ouais. C'est un peu ça. Ça veut dire que je pense que notre meilleure manière à nous tous, et je t'inclus tellement dedans, quoi, parce que je pense que c'est notre drive, en fait. Hein, c'est vraiment le truc qui nous motive tellement. Ouais, c'est ça. C'est voir cette lumière, en fait, dans les yeux des gens qui, à un moment, s'allument et disent, mais en fait, c'est clair. En fait, c'est comme ça qu'il faut qu'on fasse. Je pense que c'est plus intéressant de l'être nous-mêmes et de l'être tout simplement et de le communiquer en étant nous-mêmes. Ça veut dire en parlant de ce qui nous anime, en parlant de cette passion, en parlant de notre... tu sais, de ce qu'on aime faire. Ouais. Et là, je pense que ça marche. Moi, je sais que c'est comme ça que ça marche pour moi. Ça veut dire que je joue au touch rugby. Ok. Et j'ai des copains là-bas. Et on parle de ce qu'on fait de temps en temps. Tu vois, quand on a fini le match et tout, ils disent, mais tu fais quoi, Joe et tout ça, je leur raconte. Et c'est là que je te dis, en fait, celui qui ne veut pas entendre, il n'entend pas. Il n'entendra pas, effectivement. C'est pas la peine de... Mais il y a une autre chose que je veux te dire aussi. On est dans une époque où les gens sont en train d'entendre. C'est pas comme il y a 10 ans. Ouais, c'est pas comme il y a 15 ans. Ouais. Aujourd'hui, à notre époque, maintenant, là, 2022, les gens, il y a beaucoup de gens qui veulent entendre ça. Mais surtout, c'est génial pour nous parce qu'ils ne savent pas du tout par où commencer. Oui. Ils ne savent pas quoi faire. Et donc, parce qu'ils n'ont pas eu besoin de s'intéresser à cet aspect-là pour être successful. Et avant, successful, c'était juste faire de la marge nette la plus élevée possible ou avoir un EBITDA qui était le plus élevé possible. Donc, le succès, c'était ça. Et avant, il n'y avait pas besoin de s'intéresser à ce qui se passait entre les deux oreilles des gens. Quoi. Les gens, on s'en foutait de savoir ce qui se passait dans leur cœur, dans leur tripes, dans leur cerveau. Ce n'était pas needed. On n'en avait pas besoin. Tu disais, bon, tu as ta job description, Julie, tu es sympa, maintenant tu fais ton boulot, on te fait une performance evaluation. Là, on disait, bon, ben, voilà, sur tel truc, 1, 2, 3, 10, voilà, merci. Et tu n'as pas de bonus, tu as un bonus et tout ça, tape, et tu t'en vas. Ouais. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Et ce n'est pas une question de millennials. Ce n'est pas une question de millennials. Ce n'est pas une question de Gen Z, Gen Y, non. Ouais. Même nous,
enfin, je ne sais pas quel âge tu as, mais moi, j'ai On a 45. le même âge. Voilà. Même les gens qui sont à 50, on a tous envie de vivre un autre truc, quoi. Ça, c'est dû à C'est quoi, pas... en fait? Parce qu'en fait, vu que c'est pas générationnel, c'est quoi? C'est le monde qui a Non. changé? C'est quoi? C'est fou, hein, de voir ça comme Écoute, ça. moi, j'attribue ça, et d'ailleurs, un stade d'évolution qui est beaucoup plus sur comment tu dis, sur les pays un peu plus mûrs. Ouais. Il y a un peu encore parfois le old style un peu bien brutal dans les pays qui sont moins mûrs. Mhm. Mais pas, il n'y a pas que ça. Moi, j'attribue ça à deux choses. J'attribue ça à la saturation des marchés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, souviens-toi quand on était gamin. Quand on allait acheter, toi, t'as toujours vécu au Canada ou pas? Non, j'ai vécu aussi en Côte d'Ivoire. En fait, la plus Côte grande partie de d'Ivoire. ma vie, oui. En Côte d'Ivoire. Mm. Et tu sais, je ne sais pas si tu as vécu ça. Moi, j'ai vécu à Reims, en province, en France. Donc, j'ai vécu la plupart de ma vie en France. Et Mhm. Reims, c'est une ville du nord-est où il y a une très belle cathédrale. Et quand j'allais acheter des habits, il y avait 5, 10 boutiques dans la ville où tu pouvais aller t'acheter un jean, mais c'était des endroits qui vendaient un peu tout. Le Ouais. jean, la chemise, le nanana. Et le gars connaissait ma mère. Ah, bonjour, MC Jean. Ah, bah, dis donc, il a grandi. Ah, bah, c'est moi. Mhm. Ah, maintenant, il a 15 ans, il faut qu'on lui mette quelque chose. Ça, c'était comme ça, tu vois. Ouais. Et puis, enfin, c'était un peu avant 15 ans. Quand on a eu 15 ans, il y a eu des marques qui ont commencé à apparaître. Alors, Mhm. nous, chez nous, en France, on avait des marques, Crix, Chevignon, tout ça, qui ont commencé. Puis Nike qui a commencé à Ouais. devenir une plus grosse marque. Mhm. Adidas, pas encore à l'époque. Mais... Et puis après, on a grandi, et tu l'as pas vu venir, mais en 25 ans, en 30 ans, le monde est devenu non, mais un truc où tu accèdes à n'importe quelle marque, Ouais. tu peux acheter tout ce que tu veux, n'importe où, n'importe quand. Donc en fait, enfin, avant, tu rentrais dans une marque, tu rentrais dans n'importe quelle industrie, tu vendais, tu avais ton salaire, tu étais content, c'était cool. Aujourd'hui, la compétition est plus du tout la même. Ouais. On te demande encore de gagner, on te demande encore de faire de la croissance, mais il y a plein de monde. Avant, il n'y avait Ouais. pas plein de monde. Ouais. Aujourd'hui, il y a plein de monde partout, surtout. Et toi, tu es là en train de bosser, tu te dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Pourquoi je bosse comme ça? Pour enrichir quoi? Ouais. Pour faire quoi? Et avant, je pense que c'était peut-être moins le cas parce que bah, il y avait du boulot, il n'y avait pas autant de compétition. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose à laquelle je l'attribue, au-delà de la compétition et de la saturation de nos marchés, c'est les social media, enfin, c'est l'accès à l'Internet et à la data. C'est-à-dire, Ouais. quand tu regardes ce qui se passe dans des pays comme les États-Unis au niveau de racial bias, donc du biais racial Mm. sur... Là, j'en voyais encore une vidéo, mais tu te dis, c'est pas possible en fait. Deux Mm. adolescents qui se battent dans un mall, tu as deux policiers qui arrivent, les deux ados se tapent dessus, tu as deux policiers qui arrivent, qui ceinturent le black Mhm. et qui lui foutent les menottes à lui tout seul. Et le white guy, il est là debout et tout va bien. Tu Ouais. te dis, c'est possible. Tu vois ce que je veux dire? Ça, avant, moi, je m'en foutais parce que je ne le savais pas. Je Ouais. vivais dans ma petite réalité, avec mon petit téléphone portable Nokia et je jouais au serpent sur mon téléphone Nokia. Mais je ne savais pas, moi, tout ce qui se passait à l'extérieur. Tu vois ce que je Ailleurs. veux dire? Ouais. Et donc, même dans les pays moins mûrs, aujourd'hui, ben, les gens, ils voient qu'en fait, il y a des choses qui changent. Ils n'ont Ouais. pas envie. Ils n'ont pas envie de terminer sur un bateau à Lampedusa, à mourir et voir leur bébé mourir. Ils ont envie de se dire, mais moi, je vais rester dans mon pays, Ouais. mais je n'ai pas envie d'avoir un travail qui est complètement vide de tout. Ouais. Donc, ça, je pense que c'est les deux choses auxquelles je l'attribuerais. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec Ce que toi. tu en penses? Ouais, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'en fait, aussi en tant qu'humain, on a plus tendance à se valoriser maintenant, en tant qu'individu, en tant que Ouais, personne, par rapport à ouais. avant. Ça a commencé d'abord en tant que client, je trouve aussi, où le client se dit, ben maintenant, je lui dis, il faut qu'on me respecte. J'ai une certaine valeur par rapport aux entreprises avec Mhm. lesquelles j'interagis. Puis en tant qu'humain, pas seulement en tant que client, aussi dans mon lieu de travail, je veux qu'on me valorise, je veux qu'on tienne compte de moi et de ma personne, de ma voix. Je pense que, ouais. Et ça évidemment, ça touche toutes les générations, peu importe l'âge. Je crois, enfin, je sais pas, toi, si tu devais rebosser dans une grosse corporation, dans une grosse société, je suis pas sûr que tu prendrais n'importe quoi. Tu vois, moi, j'aimerais, Ah, si je devais retravailler quelque part, je me dirais, est-ce que c'est une B Corp? Je sais ouais, pas si tu connais ce label, ouais, est-ce que c'est une B Corp? Si c'est une B ouais, Corp, ah ouais, il y a quand même des valeurs, tu vois. Donc, je me exactement, dirais, est-ce que c'est quelqu'un qui m'inspire, tu vois? Est-ce que c'est un secteur exactement. d'activité qui me donne l'impression, en tout cas, que j'ai un impact?
et que je compte. Voilà. Tout le monde veut compter. Ouais. En tant qu'humain, en tant qu'employé, en tant que client, on veut compter. Et je pense que c'est pour ça qu'il est bon de focaliser sur le relationnel. Tu es tout à fait d'accord. Et tu sais, quand tu dis on veut compter, c'est tellement juste. C'est tellement juste parce que, pour moi, compter, c'est pas forcément que tu arrives à mesurer l'impact de ta facture sur l'économie mondiale du truc et tout ça. C'est juste que tu as besoin qu'on te prête attention. Exactement. Et pour moi, c'est la clé sur laquelle j'aime beaucoup travailler, c'est les gens, ils ont besoin qu'on leur prête attention. Ouais. En anglais, on dit to pay attention. Yeah. Et pour moi, ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec une de mes thérapeutes, parce que j'ai toujours eu des thérapeutes sous mon bras pour m'aider dans les moments. J'attends plus d'être au fond du seau pour aller voir quelqu'un. Voilà. Et j'ai une thérapeute et son mari qui sont ici à Dubaï, qui sont des vrais partenaires de vie. Elles ne sont plus du tout. Donc, si j'ai un truc, je sens que je suis coincé, je les appelle, je les vois 2 heures et c'est terminé, on avance. Et elle me dit un jour, prêter attention, c'est quoi, Joe? Je me suis dit, Elle me dit, mais c'est l'amour. C'est sa définition de l'amour. Et j'ai adopté cette définition. Et ça veut dire quoi, prêter attention? Si tu prends des exemples très concrets, est-ce que c'est juste faire attention aux résultats que la personne a mis? Non. Ça en fait partie peut-être, mais c'est pas suffisant. Ça veut dire que, regarde ton enfant, si tu lui dis, et ça m'a aidé à changer ma manière, si tu regardes que les bonnes notes qu'il a, et c'est bien de le féliciter, super, super ma chérie, tu as fait un super travail, ou super mon grand, tu as fait un super travail, mais que tu ne prêtes pas attention à ce qu'il fait ou ce qu'elle fait qui n'est pas transactionnel. Par exemple, là, je vois que tu es en train de mettre tous tes efforts là-dedans, super, ou là, j'ai l'impression que tu es en train de lutter, quoi. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que tu... Et parfois, ton enfant te dit, non, ça va, en fait, je réfléchis juste et tout. Mais il a senti, ton enfant a senti que tu prêtes attention. Et dans le contexte du travail, ça veut dire quoi? Très concrètement, ça veut dire, non, c'est pas que merci pour cet événement que tu as organisé. Et c'est très important de remercier les gens. Mais c'est aussi... attends, Joe, j'ai vu ton dernier email qui est passé. Il y a un gros progrès quand même par rapport à la discussion qu'on a eue. Je vois que, ça y est, le ton est différent, tu es beaucoup plus chaleureux, c'est beaucoup plus sympa, quoi. Ça, c'est prêter attention à quelque chose qui n'est pas de l'ordre transactionnel. Exactement. Mais qui est de ce que les gens font ou essayent de faire. Et pour moi, ça change tout parce que quand je suis capable d'observer les gens qui sont dans ma boutique et de dire, mais qu'est-ce que tu as fait avec cette cliente? Elle était tout sourire, elle est sortie, elle était radieuse. Et souvent, les gars te disent à ce moment-là, ouais, mais j'ai pas vendu. Et tu lui dis, mais c'est pas ça le problème. Regarde comme cette personne était heureuse, elle était, ou ce client ou cette cliente, il était radieux. Qu'est-ce que tu lui as raconté? Ah, ben, on a parlé de ça, mais c'est génial. Écoute, demain au brief, est-ce que tu veux bien nous raconter cette histoire? Parce que c'est ça qu'on doit faire. Alors là, dans ta tête, tu te dis, I am noticed. Quelqu'un me remarque. Et 2, ce que je fais, même s'il n'y a pas de vente à la clé, c'est ce qu'il faut faire. C'est la bonne direction. Et là, tout ton univers change. Tout ton engagement change. Et si ça persiste au fur et à mesure du temps, c'est pas juste un... temporaire. J'arrive à ne pas parler en anglais, je suis obligé de pas... Et je vous envie, les Canadiens, d'avoir cette discipline de ne pas faire ce que je fais. Ah non, attends, on n'en a pas du tout. En tout cas, moi, je ne l'ai pas. Ouais, enfin, tu vois, si c'est pas juste un one-shot ou juste un truc que tu as fait une fois où tu as prêté attention et après, mais si tu prêtes attention tout au long du temps, c'est exactement ce dont tu as besoin pour changer une culture, pour créer une culture. C'est du temps et de la conversation. C'est les 2 éléments dont tu as besoin. Et là, pour moi, c'est la clé du succès long terme. Long terme, complètement. Mon Dieu, écoute, je pourrais en parler pendant des heures et des heures, mais c'est tout le temps qu'on a. C'est dommage carrément qu'on ait juste ce temps-là aujourd'hui. J'ai adoré cette discussion. Merci beaucoup, Joe. Joe, parle un peu de ton podcast parce que tu en as un, toi aussi. Oui, alors comme toi, je suis tes traces, tu vois. Oui, c'est vrai, j'ai créé un podcast. Je crois que je vais publier l'épisode numéro 9 demain, qui s'appelle People Not Numbers, qui est un People podcast, Not Numbers. Voilà, qui est un podcast que tu trouves sur toutes les plateformes que tu veux avoir. C'est un podcast en anglais
Un jour, j'insérerai des épisodes en français, parce qu'il y a des gens qui ne parlent que français que j'ai vraiment envie d'avoir. Et mon objectif, c'est d'inspirer des gens qui ont envie, en fait, d'écouter les histoires de vie, de parcours de d'autres personnes qui ont donné à l'être humain une place centrale dans leur carrière, dans leur vie. Donc, j'aime parler à des gens qui ont réussi à lever des équipes entières, à faire des trucs. Là, demain, j'ai eu une conversation magnifique de 2 heures avec un physiothérapeute, un occupational therapist, sur patient engagement, l'engagement des patients. Comment est-ce qu'on peut faire pour que les patients soient complètement... Zut! Oh, la vache! La chienne a ouvert la porte, là, j'entends tous les bruits de l'autre côté. J'adore, c'est la vraie vie, c'est ça les vrais podcasts. Donc voilà, ce podcast, il est vraiment destiné à ceux qui ont envie et qui sont intéressés à l'engagement, à l'énergie que les gens vont mettre et qui se disent, mais est-ce que je peux écouter quelqu'un qui a réussi à faire ça ou qui peut m'aider à comprendre des choses sur ça? Ouais. Voilà, c'est un peu sérieusement, ça vaut vraiment la peine, c'est extrêmement inspirant. J'ai écouté quelques épisodes, puis c'est un vrai boost en fait pour l'humain en fait en tant que créer cette capacité de mettre l'humain en fait au centre de tout ce qu'on fait. C'est vraiment génial. T'as des épisodes où après l'avoir écouté, t'es comme ouais, effectivement. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment ça. Alors, j'invite vraiment tout le monde à écouter ce podcast-là, People Not Numbers. Alors, c'est un format long. Il y a des gens qui ne vont pas aimer, je vous le dis tout de suite, parce que c'est des formats de 2 heures, parce que j'aime aller au cœur des choses avec les gens. Mais sinon, vous pouvez l'écouter en fractionné. Moi, c'est ce que je fais avec les épisodes longs. Mais sachez-le, parce que parfois, les gens, ils ne veulent pas, et je le comprends très bien. Les gens qui n'aiment pas les formats longs, et je vous aime toujours. Ne vous en faites pas si vous n'aimez pas mon format. Mais c'est très inspirant. Je pense que quand tu le commences, c'est facile de rester accroché jusqu'à la fin. Totalement. Super, merci beaucoup, Julie. Merci, Joe. Puis à tout le monde, on se revoit dans 2 semaines pour un prochain épisode de CX au quotidien. Bye bye.